Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode, j'accueille un invité, Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. Simon, tu as commencé à écrire pour le blog du cinéma en 2024, si je dis pas de bêtises. Non, non, c'était 2022, début Ah, 2022, tout début ah ouais, 2022. 2022, d'accord. Je ne vois pas le temps passer, moi je suis un vieux briscard du blog. Je m'ennuyais un petit peu tout seul dans la zone fantastique, Mhm. donc j'ai proposé à Simon de parler d'un film de son choix, et il a choisi The Vast of Night, réalisé par Andrew Patterson, et sorti sur Amazon Prime Video en 2019. This is WOTW Radio in Cayuga, New Mexico, and this is the news for the hour. Now, what would you like to tell us about yourself? I don't know. Cool. Aren't you like some big science girl? Tell me about science. Everett, it's Faye. The sound came through the board and interrupted your radio show. What a sound. What's going on, Everett? Alors Simon, est-ce que tu arriverais à me faire un pitch de The Vast of Night? Oui, oui, le point de départ est pas très très compliqué. Ça se passe dans les années 50 dans une toute petite ville du Nouveau-Mexique. Et en fait, il y a deux ados qui travaillent, on va dire, dans le domaine du son. Il y en a une qui est opératrice au standard téléphonique et l'autre qui est DJ de la petite radio locale. Et ils vont en fait, ils vont recevoir des fréquences un peu bizarres. Ils vont commencer à entendre des sons un peu mystérieux et ils vont se mettre à enquêter, voilà, au plein milieu de la nuit, alors que toute la petite ville est occupée par le match de basket au gymnase du coin. Ouais, bah c'est assez bien résumé. Faut dire que c'est un petit film avec une intrigue tenue qui arrive à tenir une intrigue en moins d'une heure et demie. C'est intéressant que tu aies choisi ce film parce que ça fait partie de ces toutes petites productions américaines du cinéma de genre qui parfois révèlent de véritables pépites, hein. On est sur à peine 700 000 dollars annoncés. Ouais. Je sais pas si toi t'as vu passer les mêmes chiffres, mais d'après les sites relativement sérieux, relativement officiels, on est sur à peine 700 000 dollars, ce qui est quand même pas mal du tout pour réussir à tourner ce film qui est donc d'une certaine façon un film d'époque, hein, un film en costume puisqu'on est effectivement à la fin des années Ouais. 50. Donc même si l'intrigue elle est assez resserrée sur ces deux personnages principaux, sur ce duo d'enquêteurs on va dire qui s'improvisent enquêteurs du paranormal l'espace d'une nuit, voilà c'est quand même un film qui a une vraie belle tenue technique étant donné son petit budget. Alors toi pourquoi t'as voulu qu'on parle de The Vast of Night? Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans ce film? Je sais plus ce qui m'a intrigué au tout début, mais ça devait être le poster. Je sais plus comment j'en ai entendu parler, mais moi j'ai une fascination un peu pour les histoires comme ça. Tu vois, un peu à la Spielberg, ce genre de choses. Et tout ce qui se passe dans les petites villes américaines, là, il y a un côté mystérieux. Et enfin, il y a un charme que qu'on retrouve pas ailleurs. Et en fait, donc je sais plus, je commence à regarder un peu, à me renseigner, et je vois que les critiques étaient très bonnes. Enfin, surtout les critiques du coup pro. Et il y avait une sorte d'affrontement, enfin, entre les professionnels, la presse qui avait vraiment adoré, et les spectateurs qui étaient un petit peu déçus. Bon, du coup, j'étais curieux. Je suis allé voir ça et ben voilà quoi, je suis tombé amoureux de l'atmosphère du film. Le fait que ce soit un premier film, enfin, du coup, on va pouvoir en parler, mais c'est un premier film qui respire la maîtrise et c'est fait par un mec qui se la pète pas. Ça, je trouve ça assez. Enfin, tu vois que le gars a de la maîtrise, tu vois qu'il a une certaine ambition et tout, mais surtout tu vois que c'est fait par un passionné. Et voilà, ça fait partie de ces films qui ont une atmosphère vraiment, un charme unique. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se retrouve pas tant que ça. Je dirais ça comme ça. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un film qui est absolument charmant. Ce qui est intéressant en plus, moi je trouve, c'est la façon dont il va utiliser les années 50, hein, le climat des années 50 et dans lequel héritage cinématographique, cinéphilique, il s'inscrit. Parce qu'on a eu beaucoup de films, je trouve, ces dernières années dans le cinéma de genre, dans le cinéma fantastique. Là, on est plus clairement dans de la science-fiction, mais de la science-fiction un petit peu low profile, on va dire, qui Ouais. déploie pas tout un attirail technologique, qui reste très proche de ces personnages dans une certaine simplicité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des univers graphiques se déployer ces dernières années qui sont parfois un peu tape à l'œil, comme tu dis, c'est un film qui se la pète pas, dans le sens où déjà on n'est pas dans ces années 80 qu'on nous resserre un Ouais. petit peu ad nauseum ces dernières années, hein, 80 et maintenant on va arriver sur les années 90. Alors parfois c'est très bien fait. Moi j'ai vu I Saw the TV Glow qui est un peu une pépite, un peu dans le même genre, qui est sorti l'année dernière sur Max, qui est une production A24, qui est aussi très
intéressante. Alors là, on est dans les années 90, pareil, dans une atmosphère de petite ville, avec des personnages adolescents. Mais celui-ci est intéressant parce que on est sur la fin des années 50 et c'est pas un gadget narratif, hein, c'est pas une espèce de couche cosmétique qu'on met par-dessus le récit. Ça a vraiment tout son intérêt. C'est un intérêt sur deux niveaux. D'abord, c'est un intérêt pour placer le film, comme je l'ai dit, dans un héritage cinématographique, c'est-à-dire que l'un des seuls effets un petit peu visibles qu'il se permet au tout début du film, c'est ce début, cette introduction façon la quatrième Ouais, dimension, hein. On pense évidemment à la quatrième dimension, avec une voix off, un narrateur qui annonce sur une musique de générique, ouais, une sorte de d'ersatz de la quatrième dimension, et le film commence en noir et blanc, en sépia, dans des couleurs de la télévision de la fin des années 50. On zoome sur un téléviseur et on traverse l'écran pour se retrouver dans le récit du film, comme si c'était un épisode d'une série fantastique façon la quatrième dimension. Donc ça permet bien sûr d'inscrire le film dans cet héritage d'histoire simple, d'histoire américaine qui existe maintenant donc depuis quand même un petit moment, Rod Sterling avec la quatrième dimension, mais on pourrait aussi penser à des romans populaires, à des romans pulp, à des recueils de nouvelles, à des magazines de nouvelles de SF de l'époque qui ont biberonné des gens comme Stephen King, hein. On retrouve souvent dans ces romans des jeunes protagonistes, des enfants ou des adolescents qui lisent ces histoires de science-fiction ou fantastique ou horrifique. Donc là, on est dans cet héritage-là, dans la suite de cet héritage, et ça déjà, c'est assez touchant parce que ça prouve que le réalisateur, en se lançant dans ce premier film, veut s'inscrire dans une histoire, veut perpétuer une histoire du cinéma de genre. Et comme tu dis, en plus, à ça se rajoute la couche Spielbergienne, un peu Amblin Entertainment. Je suis d'accord avec toi, il y a aussi de ça dans le film, parce que Spielberg était aussi quelqu'un qui voulait s'inscrire dans cet héritage-là. Les Spielberg, les Joe Dante, les gens de cette génération, ou Stephen King qui est aussi de la même génération, déjà, eux, dans les années 80, voulaient perpétuer leur héritage des années 50-60. Donc c'est intéressant parce que là, donc, on est sur une troisième génération d'une certaine façon qui rend hommage à la première et de facto à la deuxième qui rendait hommage à la première. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est ça qui est touchant parce que il y a cet héritage narratif autour de l'histoire de science-fiction et il y a aussi une certaine ambiance, une certaine façon de traiter la science-fiction qui rappelle là pour le coup du point de vue formel effectivement le cinéma de Spielberg. On a ce travelling à travers la ville au milieu du film là qui je trouve fait très Spielbergien. Donc les années 50, ça permet de dialoguer avec nous spectateurs autour de cet héritage cinéphilique. Et puis à l'intérieur de l'histoire en elle-même, elle est quand même très bien tenue parce que on a je trouve dans les 15-20 premières minutes, je ne sais pas à quel moment les interférences, l'argument fantastique du film, l'argument surnaturel du film intervient, mais on a bien une bonne vingtaine de minutes au début pour nous présenter les deux personnages, l'environnement dans lequel ils évoluent, cette petite ville, et leur passion pour les métiers autour du son, comme tu disais. Ça permet aussi de camper tout un univers très rapidement autour des années 50. Je dirais la naïveté, la candeur de l'Amérique de cette époque, d'une Amérique qui était encore une Amérique puissante, qui était sûre d'elle. Le rapport à la technologie, avec cette jeune adolescente qui doit apprendre à utiliser son ouais. magnétophone, micro-magnétophone. Donc il y a tout ça, il y a toute cette ambiance, le match du samedi soir ou du vendredi soir. Bon, ça c'est encore quelque chose qui est très présent aux États-Unis, dans les petites villes américaines. C'est vraiment l'événement de la semaine pour les Américains. Bon, après on va développer, mais il y a aussi bien sûr le péril rouge. Il y a aussi, on est aussi encore à une époque de ségrégation aux États-Unis. Donc il y a tout ce contexte-là qui, je trouve, est très très vite planté en fait. Il réussit à planter très vite l'ambiance des années 50. L'argument fantastique du film, ça permet de le planter à une époque où voilà la crédulité des Américains, les valeurs des Américains, le rapport des Américains à l'information, aux informations officielles de l'armée, du gouvernement, des médias officiels, est peut-être pas le même qu'aujourd'hui, quoi. Et c'est ça qui est assez intéressant. Moi, c'est vraiment un film que je trouve assez impressionnant parce que il y a une sorte de pureté un peu dans le geste. Alors, du coup, pour m'être renseigné sur comment elle a fait le film, Patterson, tu vois que le gars est sincère, quoi, parce que c'est quelqu'un qui est né et qui a grandi en Oklahoma, à Oklahoma City. Il a fait une longue interview au festival Slam Dance, là où il avait reçu sa récompense pour le film, où il racontait comment il faisait. Donc, c'est hyper intéressant. Il était projectionniste quand il était ado, donc il triturait de la pellicule 35 mm. Donc, on retrouve cet amour des objets avec les personnages qui manipulent les cassettes et tout ça. Donc lui, voilà, il a grandi là-dedans. Ensuite, il a fait ses armes il a monté une boîte de prod qui faisait surtout du commercial. Et donc, il faisait des vidéos là-bas. Et en fait, il a fait ça pendant des années. Et puis, comme il dit, ça lui a appris à maîtriser tout ça. Aujourd'hui, il disait qu'il était très exigeant avec lui-même. Et ça se ressent. Et en même temps, comme je dis, voilà, il cherche jamais, je trouve, la frime facile. Dans tout ça, même dans l'utilisation du hors-champ, parce que tu vois très peu de choses et tout. Il cherche pas la fausse modestie ou le spectacle facile et tout. Enfin,
Tu sens qu'il veut vraiment nous immerger là-dedans. Tout le contexte en plus, comme tu dis, ouais, il arrive à trouver, je trouve, un bon mélange avec son co-scénariste, parce qu'il n'était pas tout seul, entre je veux faire un film un peu comme ça de divertissement, de science-fiction et tout, et en même temps, je m'empêche pas de glisser des thématiques intéressantes. Et voilà. Et du coup, ouais, non, ils ont fait ça. En plus, je crois qu'ils pouvaient tourner que la nuit, parce que la journée, ils avaient pas les moyens de bloquer les rues. Enfin, il racontait qu'il avait embarqué un jeune d'une vingtaine d'années, qui travaillait dans les champs, et il lui disait, ah, tu veux pas nous prêter ton kart pour qu'on fasse le travelling? En fait, il y a que ce gars-là qui pouvait conduire le kart. Enfin, il y a tout un tas d'anecdotes où ça vraiment ça a été autofinancé, comme tu l'as dit, par sa boîte de prod. Lui, il disait, moi, j'avais vraiment aucune connexion dans le milieu, donc c'est pour ça que je disais que c'est vraiment un geste, tu vois, un truc sincère, vraiment par un mec qui est passionné. Puis, enfin, après, c'est un peu connu sur le fait que c'était Soderbergh qui l'avait notamment repéré et tout, quoi. Et du coup, mais après, voilà, c'est une expérience un peu exigeante aussi quand même. Faut pas regarder ça en faisant autre chose. Il faut accepter que il y a beaucoup de dialogues, il y a moins de spectacles. C'est pour ça que c'est d'autant plus, du coup, je trouve intéressant de le voir sur une plateforme comme Amazon, où aujourd'hui, voilà, on sait qu'on baigne dans le divertissement un peu facile, on nous balance à la figure tout le temps plein de films, alors que là, tu as un scénario original, tu as un scénario qui tente plein de choses. Ouais, c'est vraiment, je trouve, un film assez remarquable et assez précieux, ouais. Quand tu parlais de là d'où venait le réalisateur et comment s'était construit le projet, c'est assez touchant ce que tu dis parce que ça nous rappelle vraiment l'ancienne méthode, hein, Ouais. c'est-à-dire vraiment la débrouillardise et l'envie folle de cinéma des réalisateurs du cinéma d'exploitation des années 70, 80, peut-être encore un peu certains au début des années 90, mais ça paraît une époque un peu révolue. Quand tu parles d'abord du côté local, c'est quelqu'un qui vient d'Oklahoma City, donc c'est pas quelqu'un qui est né aux abords d'Hollywood. Ça c'est intéressant, ça rappelle un peu les profils d'un Sam Raimi dans le Michigan, ça rappelle un peu des Don Coscarelli, des gens comme ça qui parfois effectivement travaillaient aussi, se faisaient les armes et se faisaient un peu d'argent dans du cinéma alimentaire, du cinéma institutionnel comme on dit, de la pub, des films d'entreprise, des choses comme ça. Et voilà, ça nous ramène à une autre époque en fait, et c'est ça qui est touchant, c'est de se dire que peut-être aussi que sa démarche de cinéma, elle a une certaine sincérité parce que son parcours aussi à lui ressemble aussi à celui de ses aînés en fait. Donc l'identification a dû fonctionner pour lui à fond quand il a pensé aux réalisateurs de cinéma de genre qui ont commencé tout petits dans leur petit coin perdu des États-Unis. Je dis ça sans mépris, hein, sans condescendance. Finalement, il a vécu un peu lui, mais 30 ans, 40 ans plus tard, un peu la même situation. Et c'est vrai que ça c'est assez touchant parce que je suis pas sûr que ce soit un profil qui soit encore très répandu aux États-Unis. En tout cas, quand il y a des réalisateurs qui tentent de faire un premier film, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus démonstratifs sur ce dont ils sont capables dans leurs références, dans leurs effets de réalisation, dans une photographie qui doit être beaucoup plus démonstrative, ou alors au contraire quelque chose qui se veut beaucoup plus craspec, qui se veut beaucoup plus underground et un peu plus Mm. transgressif pour essayer d'exister dans un cinéma qui se veut plus gore, plus licencieux, plus provocateur. Et là, ce qui est intéressant, c'est on est sur un divertissement effectivement qui peut évoquer par exemple un rencontre du troisième type, hein, évidemment. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il arrive à se démarquer en fait en faisant confiance à la simplicité de son récit, quoi. C'est quelqu'un qui Mm. assume ce côté anti-spectaculaire du film pendant une majeure partie du film, si ce n'est voilà à la toute fin où il faut quand même révéler un petit peu de spectaculaire et de magie, on va dire. Voilà, une ouverture sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire qui ouvre des horizons aux spectateurs. Ce côté anti-spectaculaire, en fait, il l'assume complètement et il le pousse même jusqu'au bout, puisqu'il va carrément couper l'image à un certain moment dans le film. Mm. Tu sais, lors de la Ah ouais, conversation à en la voiture. radio, on n'a que le son du témoignage du protagoniste. Pendant quelques minutes, l'image se coupe, donc il va jusqu'à couper l'image en disant, voilà, j'assume le fait que ce soit un film qui passe davantage par le son. D'abord, c'est en adéquation avec l'argument fantastique qui est un argument sonore, qui est cette fréquence étrange. Donc c'est pas quelque chose de directement visuel, c'est quelque chose qui doit laisser place à l'imagination et c'est le pouvoir de subjection, quoi. Je trouve pas que ce soit une démarche, voilà, tape à l'œil, prétentieuse, terriblement audacieuse. J'ai l'impression que c'est plutôt le geste d'un réalisateur qui demande à son public de lui faire confiance quant à la simplicité de ce récit auquel lui prête confiance et il nous invite. Posons-nous le temps d'un film et cette histoire qui pourrait vous paraître très simple, vous l'avez vu traiter de manière tellement plus spectaculaire. Si on revenait tout simplement au point de vue d'un personnage qui vit ça avec ce qu'il ne voit pas, avec les zones d'ombre du récit, ce qu'il imagine, ce qu'il rate à certains moments parce qu'il est arrivé trop tard, c'est déjà quelque chose qui devrait être très fort émotionnellement. On n'a pas besoin de beaucoup d'esbrouf, c'est déjà très fort émotionnellement si on arrive
arrive à adhérer au point de vue des personnages. Oui, puis c'est très élégant la façon dont je trouve, surtout enfin, à la fin. Bon, en l'occurrence, ouais, la façon dont on découvre du coup la soucoupe, enfin les soucoupes volantes à la fin, c'est très élégant. T'as des plans lents avec une musique contemplative et tout. C'est une façon de revenir au spectacle, un peu de fascination pour le spectacle. Je trouve ça bien plus intéressant de voir quelqu'un qui tente quelque chose, quel que soit le genre, je sais pas, fantastique, science-fiction, horreur, ce genre de choses, mais en même temps qui reste dans un équilibre un peu grand public entre guillemets, dans le sens où tout le monde un peu peut voir ça, sans tomber dans quelque chose de plat ou de consensuel. Ouais, lui, c'est vrai qu'il va pas chercher à essayer de faire quelque chose de gratuitement spectaculaire, quoi. Ouais, je suis très curieux, moi, de voir ce qu'il va faire pour la suite. Ben, pour le coup, en plus, pour parler un petit peu mise en scène, forcément, Wes Spielberg, ça vient à l'esprit. Le côté fluide un peu de la caméra, un peu ample et tout. Et t'as des moments aussi où tu vois que le gars, il s'est trouvé un bon équilibre. T'as un fameux plan séquence aussi, un autre plan séquence, mais pour le coup, beaucoup plus sobre. Il te fait juste un travelling, en fait, avant, sur le personnage principal qui en l'occurrence, qui écoute. Et juste, je crois que ça dure presque 10 minutes, cette scène où elle entend pour la première fois, si je me trompe pas, les sons. Ouais, et on est fasciné par ça, quoi. Alors que c'est pas grand-chose en soi, mais et c'est pas non plus trop long. Je trouve que c'est rare, ouais, les films aujourd'hui comme ça qui arrivent à nous faire ressentir ça. Puis tu parlais des ados, c'est pareil. Enfin, les persos principaux, c'est rare aujourd'hui de voir ce genre de récit qui embrasse complètement les stéréotypes qu'on connaît dans ce genre de film. Enfin, en tout cas, certains, quoi. Et qui pourtant, enfin, les personnages, par exemple, ils sont pas insupportables, ils sont pas mal écrits, à travers leur dialogue, tu comprends qu'ils veulent partir, ils ont peur un peu du futur, ils savent pas trop ce que ça va ce que ça va venir. Bon, après, on pourrait en parler pendant des heures, mais et puis en plus, ils étaient inconnus, quoi. En plus, personne, évidemment, les connaissait, personne connaît les acteurs, en tout cas au niveau du grand public. Ouais, je trouve aussi que les deux acteurs, c'est Sierra McCormick et Jake Horowitz, qui sont super dans ce film, qui vraiment, bah, du coup, comme le film ne va pas jouer donc sur un côté spectaculaire, sur des effets spéciaux, etc., et de l'action menée tambour battant, même si le rythme est très très bien tenu, hein, ça va beaucoup reposer quand même sur les performances des deux acteurs. Et c'est ça qui est bien, c'est que Andrew Patterson en plus se révèle être un très bon directeur d'acteurs. Ouais. C'est ce qui manque parfois, je trouve, hélas, aux aspirants cinéastes du cinéma de genre. Ils vont s'intéresser à une direction artistique, ils vont s'intéresser, voilà, à des effets gore, à tout un attirail qu'ils essaient de mettre en place. Et parfois, hélas, le jeu des acteurs est pas aussi précis, sont pas aussi exigeants dans ce domaine-là, où ils ont peut-être pas aussi les moyens d'avoir de bons acteurs pour servir leur dialogue. Et parfois aussi la qualité du dialogue déjà à la base est pas forcément extraordinairement pas finement écrit. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut se rendre compte aussi de la qualité du jeu de ces deux acteurs. On peut se rendre compte aussi de la dynamique entre eux qui est très bien faite, parce que effectivement, de prime abord, t'as l'impression de voir deux ados typiques des années 50, et c'est à mon avis bien fait. Ils sont assez crédibles, et en même temps, ils sont pas si caricaturaux que ça. Ils sont pas voilà, ils sont pas faits en un bloc. Ils ont plus de profondeur et plus de nuances que ça. Et moi, j'aime beaucoup leur dynamique entre eux, en fait, parce qu'à la fois ils s'apprécient l'un l'autre, et en même temps ils se chamaillent un peu aussi. Ils sont exigeants l'un de l'autre. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le film, c'est que ça révèle deux acteurs formidables, et un réalisateur qui donc est prêt à servir aussi de bons acteurs et une bonne direction d'acteurs. Et ça, c'est aussi important, quoi. Ouais, et puis c'est là aussi que tu vois, je trouve la maîtrise du bonhomme, c'est que ben on est avec eux du début jusqu'à la fin, t'as des éléments sur eux, mais on sait pas trop non plus, voilà quoi, il va pas passer 15 ans à te faire tout un background sur eux quoi. Enfin bon, je maintiens que ça parle trop quand même au début. Je pense qu'il y a un peu trop de dialogue mitraillé dans Ouais. peut-être les 15 premières minutes, ouais, mais Et puis à ça part parle vite en plus, hein. Ça ouais, parle vite, ça va très très vite, c'est très enlevé. Alors c'est une façon de t'alpaguer aussi, hein, de te lancer dans le truc, parce que il a pas beaucoup d'autres armes autour de ouais, lui ouais. pour que tu adhères à l'histoire. Mais ouais, je suis d'accord, c'est peut-être un poil trop bavard. Personnellement, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Je sais que je me rappelle, tu vois, de Jeff Nichols qui avait été encensé un peu nouveau Spielberg. Enfin, par certains, je crois que c'était peut-être Première, je crois, qui avait dit où tu voyais sur le poster de Midnight Special, oh, le nouveau Spielberg est arrivé et tout. Alors moi, j'adore Jeff Nichols, mais du coup, c'est dans ce moment que tu vois que son film ou son cinéma est un peu plus complexe que ça et tout. Alors que lui, pour le coup, en voyant ce film-là, Patterson, je trouve que t'as un bon mélange entre quelque chose
de sincère, enfin des éléments un peu complexes d'un certain cinéma, tu vois, enfin qui peut aller plus dans le cinéma d'auteur et en même temps dans un film qui t'emporte un peu comme tout le monde. Moi, Spielberg, je considère que, ouais, évidemment, je considère comme beaucoup de gens que c'est un des meilleurs réalisateurs de tous les temps parce qu'il arrive à te raconter des histoires de manière extrêmement large, des récits vraiment qui incluent beaucoup de gens. Et voilà, et là, je retrouve son style. C'est vrai que je pense à Spielberg parce que le côté, les mouvements de caméra, notamment, le côté ample, un peu fluide et tout, ça fait vraiment penser, moi, à ça, quoi. Mais je suis très curieux de voir. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut faire des super trucs. Il va sortir son prochain film, c'est un thriller qui s'appelle, alors, on a que le titre pour l'instant anglais, mais c'est The Rivals of Anxiety King. Voilà, c'est super dur à dire. Et il a Matthew McConaughey. Il a Matthew McConaughey, il a Kurt Russell, notamment pour son prochain film. Donc, j'espère que ça va être, ce sera pas un nouveau mec qui va se faire bouffer par l'industrie et que il va conserver son. Ah ben, je vois aussi qu'il y a Jake Horowitz qui va repasser une tête apparemment dans un petit rôle aussi. Curieux de voir son prochain film. Tu vois déjà avec quand même 2 têtes d'affiche qui sont pas n'importe qui. Donc voilà. C'est tout ce qu'on peut dire aux gens, quoi. Faut voir, ouais, je pense, The Last of Night. C'est très cool et assez beau. Number, please. Sorry for the wait. Number, please. Okay, I'll connect you. I'm not sure. No, you're the first one to... Yes, we'll let them know. Thank you. Number, please. Yes, we're notifying Highway Patrol. We'll relay any news to you. Thank you. Number, please. Sorry for the wait. All right, thank you. Goodbye. Thank you, goodbye. People are saying there's something in the sky. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!